Bonsoir. C'est un fait, les tensions sociopolitiques se multiplient au Cameroun depuis quelques mois. Il y a d'abord eu la mode des mémorandas qui a donné à voir des revendications intempestives de nombre de régions posant des problèmes relatifs à leur zone. La question anglophone qui secoue actuellement le Cameroun est quelque peu venue confirmer cette tendance lourde. Ensuite, indépendamment à ces revendications, se posent plus largement les problèmes sociaux plus globaux, à l'instar de la rémunération des fonctionnaires, le chômage des jeunes, le coût élevé de la vie, la corruption, les injustices et le népotisme. Pourquoi tant de griefs qui s'accumulent au Cameroun? Faut-il croire que les réponses du gouvernement manquent de pertinence? Dès lors, y a-t-il lieu de craindre un remake de 2008? Deux invités nous font l'honneur de venir éclairer notre lanterne ce soir à ce sujet. D'abord, l'honorable Robert Bapor-Lipote, secrétaire général de l'UPC. Bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être invité ici et également d'avoir l'opportunité de partager avec vos millions de téléspectateurs des réflexions portant sur des problématiques de l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, avec vous, le docteur Paul Abouna, anthropologue, enseignant au département d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1. Mais je rappelle que vous êtes également l'auteur de 3 ouvrages. D'abord, Le pouvoir de l'ethnie, introduction à l'ethnocratie, en 2011 chez l'Harmattan. Et puis, vous êtes également l'auteur de La naissance, l'histoire et le développement de la culture, pré-culture, culture et post-culture chez l'Harmattan, toujours en 2014. Et puis, enfin, vous êtes l'auteur de Le pouvoir et le sacré chez les Ticards, contribution à l'étude des significations diagénétiques et culturelles du pouvoir en agriculture, toujours chez l'Harmattan en 2013. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Zoro, et merci de m'avoir convié à ces agapes discursives. D'accord. Alors, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser la question, comment trouvez-vous, au regard du tableau que j'ai dressé à l'entame de cette émission, mais comment vous paraît aujourd'hui la météo sociopolitique au Cameroun, honorable Bapor-Lipote? Je crois, à mon avis, que jusque-là, on avait une idée du Cameroun qui laissait croire que les sous-ensembles de notre société étaient gagnés par une certaine dynamique qui n'obéissait pas en réalité au mouvement qu'on peut avoir dans toute société humaine. Il y a certains qui croyaient même que les Camerounais étaient incapables de s'interroger en tant que citoyens sur la portée des actes que posent, par exemple, ceux qui gèrent leur destin, du moins sur le plan institutionnel. Donc, à mon avis, ce que nous observons aujourd'hui dans notre société relève tout simplement de la vitalité d'une communauté. Parce que, au lieu d'être inquiet, ce qui devait être très inquiétant, c'était le fait de voir une société amorphe. Et lorsqu'une société est amorphe et qu'elle est gagnée par les principes apolitistes, il faut bien au contraire craindre. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y a de part et d'autre des citoyens qui ont le courage d'interroger l'environnement sociétal, nous croyons que c'est un bon signe pour l'avenir de notre pays. Alors, docteur Paul Abouna, oui. Vous estimez aussi que c'est une vitalité aujourd'hui? On observe la vitalité de la part des Camerounais, ou alors c'est une accumulation des problèmes qui nécessitent forcément des réactions? Peut-être que j'ai un point de vue différent. Oui. J'entends par aujourd'hui, par le 16 décembre 2016, aujourd'hui, c'est depuis les années 2000. Depuis les années 2000, où nous avons un certain nombre de phénomènes sociopolitiques émergents. Et la météo sociopolitique est donc ce que la réalité donne à voir
Et qu'est-ce que la réalité donne à voir? La réalité donne à voir le G11. La réalité donne à voir des revendications de tout genre. La réalité donne à voir des mémorandas. Il y en a eu depuis les années 2000. La réalité donne à voir ce que l'on appelle aujourd'hui le problème anglophone. Et il faut dire que tous ces problèmes ne sont pas nouveaux. Peut-être que nous entrerons dans les détails, sont nouveaux. Mais comment peut-on les comprendre? Il faudra tout simplement dire que des problèmes peuvent être empiriquement visibles. C'est-à-dire qu'ils existent de tout temps de façon empirique, mais ne pas être socialement ou politiquement visibles. Et maintenant, donc, on se rend compte qu'il y a peut-être un surcroît de visibilité de ces problèmes. Mais qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi ce surcroît de justement, docteur Paul Abouna? Tout simplement parce que, et là on emprunte à l'anthropologie politique, dans ce que l'on appelle des périodes de mise en berne du pouvoir. Les périodes de mise en berne du pouvoir sont des périodes où le pouvoir est absent de façon réelle ou symbolique. C'est des périodes où le pouvoir est mis en jeu. Des périodes où le pouvoir est mis en jeu, par exemple, des périodes qui précèdent l'élection, et c'est des périodes où ce que l'on pourrait qualifier de fin de règne, donc lorsque la fin de règne est objectivée. Donc je pense que c'est tout cela qui pourrait expliquer. Alors cela signifie-t-il une sorte d'affaiblissement du pouvoir, ou alors un affaiblissement du pouvoir qui pourrait laisser penser à une certaine permissivité? Finalement. Oui, l'affaiblissement peut être au niveau de la représentation. C'est un affaiblissement postulé. On se dit peut-être que le pouvoir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, il se pourrait que le pouvoir peut-être change de main ou qu'il soit affaibli. Et alors on peut donc poser ces problèmes-là soit pour l'affaiblir davantage, soit alors pour se mettre dans une rampe de lancement lorsque le pouvoir viendrait à disparaître ou à changer de main. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez que ce soit effectivement cette accumulation des griefs relève effectivement en partie aussi de l'affaiblissement du pouvoir central, ou simplement d'autres paramètres? Déjà, il y a l'hypothèse du G11 qui a été mise en évidence par le docteur Abouna. Je parle bien d'une hypothèse, hein, parce que lorsqu'on a parlé de cette idée, il faut la ramener dans son contexte. Et à ce niveau, on n'a pas de la peine à voir que ça a été une représentation conjoncturelle pour, dans une certaine mesure, gérer une compétitivité générationnelle par élimination. Parce que n'oublions pas que la projection du G11 avait un rapport avec un souci d'alternance de génération qui sous-tend la vie de notre société. Parce que pour mieux comprendre également un certain nombre de choses qui animent la vie de notre société aujourd'hui, il faut savoir que nous avons à un même endroit au moins 10 générations. C'est-à-dire que la bonne marche d'un environnement sociétal se réalise généralement par l'alternance de générations. Lorsqu'il y a une mutation générationnelle, il est fort probable qu'il y ait en même temps une certaine autorégulation des relations entre les citoyens, au point où on emprunterait, par exemple, à une certaine génération le pouvoir d'être une boussole pour la relève qui est assurée par une nouvelle génération. Mais lorsque vous avez une détermination qui laisse croire qu'on peut avoir être membre d'une génération futuriste, au point où on puisse gérer les problèmes d'hier, ceux d'aujourd'hui, et se projeter dans le futur en mettant entre parenthèses le principe de la modernité dans la gestion d'une société.
le principe de la modernité dans la gestion d'une société, c'est quoi? C'est l'alternance de générations. Ce qui fait que... Là, c'est sur le G11. Oui. À propos duquel vous semblez mettre des réserves. Oui, c'était une liquidation générationnelle. C'est une liquidation politique générationnelle. Et parce qu'il y a eu une force qui est montée en puissance et à un certain niveau, on s'est interrogé sur la gestion de ces nouvelles présences. Il fallait donc, peut-être, je dis bien comme c'est une hypothèse, nous faisons tout simplement des analyses qui ne sont pas totalement rationnelles. Maintenant, par rapport au rapport entre le système central et les sous-systèmes, je suis obligé un peu de partager avec Dr Abouna un certain nombre d'éléments de son analyse. Vous savez qu'en psychologie sociale, on dit toujours que le tout social n'est pas une chose, c'est une intersubjectivité. Ça veut dire que quand vous avez une société, vous avez des sous-systèmes. Et ces sous-systèmes sont animés par ce qu'on appelle généralement en sciences humaines l'autonomie fonctionnelle. Et cette autonomie fonctionnelle, c'est ce qui anime chez nous, par exemple, la vitalité des ethnies autour du pouvoir central. Le rôle du pouvoir central consiste donc ici à réguler l'autonomie fonctionnelle de tous les sous-systèmes pour ne pas être par soi-même phagocyté par un des sous-systèmes. Et les revendications que nous avons aujourd'hui dans notre société laissent croire que l'autonomie fonctionnelle des sous-systèmes est devenue assez prioritaire par rapport à l'incapacité du système central à pouvoir donner des résultats probants en rapport avec les aspirations des populations. Et les mémoranda sont l'expression d'une rupture. Rupture entre les gouvernés et les médiateurs que représentent généralement les élites et parfois l'administration dans les rapports avec l'autorité centrale. Donc à ce niveau, il y a une crise de confiance qui suscite donc de la part des populations, de la part de certains groupes, la nécessité de s'adresser directement au chef. Et à ce niveau, on peut dire qu'il y a un problème de légitimité. Vous savez, j'ai effectué un voyage de médiation dans le nord-ouest, particulièrement à Bamenda, le 28 novembre 2016. Et dans les échanges que j'ai eus avec les populations et même les élus autour de ce qu'on appelle la question anglophone, on m'a parlé d'une tradition anglo-saxonne. Et je dirais même, elle est presque occidentale, hein, cette tradition. Et la communauté anglophone disait qu'il y a une crise réelle de légitimité de ceux qui parlent à leur nom au niveau du gouvernement. Et que dans leur tradition, vous ne pouvez pas être ministre si vous n'êtes pas un élu. C'est-à-dire que dans la tradition anglo-saxonne, pour être ministre, il faut avoir été un élu. Et être même un élu en fonction. Et c'est à partir de là que vous pouvez convenablement parler au nom des populations. Alors, donc, il faut quand même préciser, je ne coupe pas, il faut quand même faire une précision, justement, au sujet de l'aspect que vous évoquez. Même le Cameroun oriental, le Cameroun francophone, a lui-même fonctionné avec cette méthode où il fallait, il fallait absolument être élu. Comme parfois notre référentiel, c'est la France, où vous savez qu'en France, pour faire partie du gouvernement, il faut être élu. Voilà. Et c'est une question qui nous amène également à nous interroger sur le fait que les populations aujourd'hui ne soient plus à même de faire confiance à une certaine autorité. Parce que, comme vous le savez, l'autorité se doit nécessairement d'être en harmonie avec une certaine légitimité. Et à ce niveau, et là, cela m'a beaucoup frappé,
parmi toutes les revendications qu'on a trouvées à Bamenda, nulle part on a parlé du chef de l'État. C'est-à-dire que il ne faut pas faire ici, dans le marketing politique qu'on a avec une certaine élite, ce n'est pas le pouvoir du chef de l'État qui est remis en question à l'heure actuelle, c'est la crise de la légitimité de certaines élites de cette zone qui ont toujours de manière conjoncturelle engagé leur communauté sans toutefois qu'il y ait des résultats probants au niveau de la vie ou même de l'attachement de cette communauté à la vie républicaine. L'arrangement de 1961 est aujourd'hui même remis en cause. Bon, je crois que nous avons 45 ans dans cet arrangement. Je dirais, je partirais de la réunification. Ce n'est pas en réalité la réunification qui est remise en cause. Mais c'est le fait que les populations ne sentent pas l'impact de la coexistence. Parce qu'il faut savoir que même au niveau de francophones, l'État, ce n'est jamais un tout indissocié. Ce sont des compartiments qui, de manière pacifique, rentrent dans une coexistence pour constituer un tout. Au point où, lorsque le tout porte sur la singularité pour déboucher à une négation, et là, vous débouchez directement au conflit. Donc, le problème fondamental ici, c'est que la partie anglophone se rend compte que, comme dans un couple, elle ne s'épanouit pas et que, malgré son attachement à l'unité de notre pays, on n'a pas pris en considération les aspirations et même des problèmes posés par des populations. Donc, parmi les réponses, il faut nécessairement résoudre un certain nombre de problèmes. On y viendra. Alors, docteur Paul Abouna, est-ce que sur la question de la crise anglophone actuellement, l'un des nombreux problèmes que nous avons soulevés, nous reviendrons sur d'autres, sur la crise anglophone, est-ce que vous partagez cet avis sur le fait que les anglophones ne se retrouvent plus dans cette union qui a été scellée depuis 1961? Oui, je pense que nous avons un devoir de pédagogie sur cette question-là, aussi bien les hommes politiques. Je félicite d'ailleurs l'initiative de monsieur le secrétaire général de l'UPC d'avoir mené cette... Mais je dirais que, avant de répondre à votre question, que l'anglophonie n'est pas une catégorie anthropologique, c'est pas une catégorie culturelle. L'anglophonie est une catégorie historique qui a moins de 60 ans au Cameroun. J'ai entendu monsieur le secrétaire général dire tout à l'heure la traduction anglo-saxonne qui est revendiquée par les habitants du nord-ouest et du sud-ouest. Les Anglais et les Saxons, c'est des ethnies. C'est des ethnies. Je me serais peut-être attendu à ce que l'on me parle d'une tradition Tikaro-Bassa. Donc il y a un problème de fond, c'est l'extraversion des systèmes politiques négro-africains. L'inadéquation entre les modes des systèmes politiques et les systèmes politiques qui nous sont présentés aujourd'hui et les modes de vie des populations. Maintenant, sur la question anglophone, un rappel historique, 1960, le Cameroun dit francophone est indépendant. 1961, le Cameroun, le Southern Cameroun, le Cameroun anglophone, prend son indépendance au même moment que le Nigeria et choisit de se rattacher au Cameroun sur la base d'un État fédéral. En 1961, je crois le 1er octobre 1961. Et le 20 mai 1972, il y a eu un référendum et les anglophones et les francophones se sont entendus non plus de vivre dans... Il y a eu un certain nombre d'arguments qui ont été avancés, vraiment la fédération coûte cher et tout ça, il faut construire une nation. Se sont donc entendus pour fonctionner dans un État unitaire. Donc il n'y a plus deux entités. On ne peut plus parler d'anglophone ni de francophone. Nous sommes donc dans un État unitaire jusqu'à pratiquement ce jour. Mais les arguments qui sont présentés par la partie anglophone, une certaine partie anglophone aujourd'hui, c'est que
la fédération a été démantelée par la France. Donc ils disent on a été floué. Et là, on pourrait donc penser à un dissensus historique. C'est-à-dire qu'on a été floué. On s'en rend compte aujourd'hui. Je pense que ceux qui gèrent actuellement le pouvoir dans tous ces compartiments, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'exécutif. Je rappelle que l'honorable Martin Oyono, qui a donné une conférence de presse, dit justement que la ventilation des postes à la tête des différents pouvoirs est quand même assez inquiétante. Président de la République francophone, président de l'Assemblée nationale francophone, président de la Cour suprême, un francophone. Les anglophones ne s'y retrouvent pas. Il faudrait d'abord dire, l'argument que je voudrais développer est donc que nous fonctionnons donc dans un État pluriel. Pluriel, je crois que l'honorable Bapo Liport le disait tout à l'heure, que le Cameroun est un construit, une pluralité. Donc il faudrait donc qu'on essaie de voir, étant entendu que on parle de filouterie ou bien de démantèlement de la fédération en 1972. Qui en est responsable parmi nous qui sommes là aujourd'hui? Personne. Personne. Donc s'il y a donc eu ce dissensus historique, il faudrait peut-être que l'on songe non plus à rentrer dans la fédération, mais qu'on essaie de voir comment on peut fonctionner, comment on peut converger, comment on peut construire le futur dans une sorte de consensus. Et l'hypothèse, le point de vue qui est le mien, c'est que cette construction du futur se fasse dans une sorte de consensus, non plus de dissensus, mais de consensus anthropologique. Que l'on construise l'État sur des valeurs qui sont les nôtres. On y reviendra, les propositions tout à l'heure pour résoudre ces crises-là. Mais l'honorable a évoqué la question de la légitimité, puisque depuis quelques semaines, par exemple, pour ce qui est de cette question anglophone que nous évoquons, nous avons beaucoup de personnalités qui sont... le Premier ministre a fait pratiquement un flop dans la partie anglophone. Monsieur Atanganji a menacé d'être lynché. On a quand même un problème. Le discours des élites ne passe visiblement pas dans ce parti. Nous reviendrons sur la légitimité certainement après l'avoir définie. Mais je voudrais revenir sur la cantophrénie. Là, on dit le président est francophone. Il y a des postes électifs. Vous pouvez postuler à une élection en tant que francophone ou anglophone et c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. De ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas, d'argument contraire à avancer. Et je voudrais vous présenter un cas peut-être atypique entre guillemets. J'enseigne en faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Yaoundé 1. Le président des étudiants de la faculté de lettres, c'est un anglophone. Il a quitté ce poste parce qu'il a eu 2 mandats. Il était sur le point de remporter une 3e élection avant d'être admis à l'université de Bamenda. Et si vous faites les proportions à l'université de Yaoundé 1, les francophones, c'est pratiquement 90%. En faculté de lettres, les francophones, et c'est une faculté qui a plus de 25 000 étudiants. Les francophones, c'est 90% d'étudiants. Comment se fait-il que 90% de francophones puissent élire un anglophone comme président de leur association? Donc moi, je crois que le temps peut nous donner à observer un certain nombre de mutations, de changements dans notre vécu, et des changements qui feront même en sorte que les catégories francophones et anglophones soient vraiment relativisées. Monsieur Zogo, qui vous dit que je ne suis pas anglophone? Je suis anglophone parce que je parle l'anglais. Je suis anglophone. Alors, ce n'est pas la même chose que dit par exemple le professeur Wilbrod Dzengwa, qui explique qu'on est anglophone d'abord parce qu'on est né dans la zone colonisée précédemment par l'Angleterre. Je suis un anthropologue, monsieur Zogo, et je sais ce que c'est que l'appartenance à un groupe. Je sais ce que c'est que l'appartenance. Vous ne partagez pas cet avis, l'honorable Bapo Liport. Je voudrais qu'on ait un recul purement scientifique pour analyser la situation anglophone. Parce qu'il faut d'abord partir de cette évidence. Beaucoup ont voulu nier cette évidence, à savoir qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Ça, c'est un fait réel. Si au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous avions parlé de la réunification précédant l'indépendance, c'est parce que nous savions très bien
du moins nos pères fondateurs, savaient très bien que pour faire cohabiter deux systèmes, il va falloir réfléchir sur la forme de l'État que nous devons mettre en place. Je suis un peu gêné de voir que les francophones que nous sommes, nous avons mis en place de manière, par inadvertance, un certain nombre de légèretés qui ont fondamentalement porté atteinte à la psychologie de nos frères anglophones sans le savoir. J'en veux pour preuve. À Bamenda, je discutais avec la population, parce que j'ai pris le courage de discuter avec la population. On m'a parlé, par exemple, lorsqu'il y a un pont construit par là, on écrit pont, sans mettre en bas bridge. Quand une vieille personne va arriver par là, et c'est en zone anglophone, vous n'allez pas me dire que si moi je vais dans la zone, si je vais à mon atelier, je vais dire que nous sommes tous Camerounais, alors nous allons tout faire au-delà de nos appartenances tribales. Je vous dis, un Corse, c'est qu'il est Corse. Un Alsacien a de la peine à accepter que l'État français ne prenne pas en considération la singularité de sa région. Je vous prends un cas. En Alsace, les pasteurs et les prêtres reçoivent un salaire à la fin du mois. Dans les autres régions en France, ça ne se passe pas. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans un processus de négation de la singularité des entités qui composent un État parce qu'on veut uniformiser l'approche, mais là, vous allez créer des conflits. Quand vous prenez l'exemple de cet étudiant anglophone qui se retrouve à Yaoundé et qui est président du collectif des étudiants, maintenant, allez dans la zone anglophone. Allez voir comment les populations du village perçoivent leur attachement à la République. Il y a une crise. Il y a une crise et à ce niveau, je suis au regret de constater que l'anglo-saxon existe. Parce que l'anglophone qui a été à l'école anglo-saxon transforme sa formation en une tradition et vit cela au quotidien. Donc vous pensez pas que... Même les francophones, quand vous entrez dans nos restaurants, nous les francophones, on vous dit la salade niçoise, ceci, cela. On vous dit il y a une salade niçoise chez les Bassa. Non. Il y a une salade niçoise chez les Bétis. Non. Mais ça veut dire que nous développons une présence, une existence dans notre espace en nous référant à cette cohabitation culturelle qu'on a eue entre nos propres traditions et le crime du colon. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les Noirs cirés, c'est-à-dire l'élite aliénée, ces Noirs cirés s'attachent beaucoup plus aux valeurs reçues de la colonisation qu'aux valeurs de nos villages. Donc, quand on a la gouvernance, quand on gère l'État, il faut savoir que ce pays a deux entités. Sur le plan linguistique et au-delà même du plan linguistique, même sur ça commence à être traditionnel, parce que combien d'enfants parlent notre langue? C'est un regret de le constater, mais j'ai la ferme conviction que dans 30 ans, dans nos villages, nous n'aurons plus les jeunes qui pratiquent notre langue. La preuve, même le docteur Abouna, qui est là en face de moi, est-ce qu'il a fait ses initiations traditionnelles? Il a son chapelet même dans sa poche. Il prie matin, midi, soir. Il loue quelqu'un là. Mais est-ce qu'il va donc jeter son regard sur la société
en disant il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de francophones, avant les anglophones, avant, j'entends des discours, avant Vasco de Gama, on était quoi? Nous étions des entités multiformes. Et la colonisation nous a amenés à cohabiter. Maintenant, le pouvoir central doit s'organiser en tenant en compte le fait que la paix est une construction. Qu'on cesse de dire dans ce pays que le Cameroun est un pays de paix, comme si on pouvait avoir la paix par décret. C'est dans la gestion des singularités et la possibilité d'introduire la coexistence, qu'il appelle le consensus, entre les entités qu'on construit la paix, qu'on on aboutit à un système de coexistence pacifique. Mais si on nie les singularités et qu'on mette en place un processus d'uniformisation, il y a un problème réel. Et en plus de cela, ce processus d'uniformisation ne parvient pas à donner des solutions aux problèmes des citoyens. Ça devient encore plus grave. Vous savez, en réalité, il est anthropologue, il le sait. Aristote le disait très bien. Chaque chose se définit par sa fonction. Au point où, lorsque la chose perd sa fonction, elle perd également sa raison d'être. Il s'avère donc aujourd'hui que l'État, qui devrait normalement apporter des solutions aux différents problèmes posés par ces composantes, que l'État ne parvient plus en plus à trouver des solutions. Et à ce niveau, nous avons un crime, le crime des institutions de Bretton Woods, qui depuis 1991 ont mis entre parenthèses le pouvoir de l'État à pouvoir subvenir aux besoins de ces populations. Au point où il faut prendre le point d'achèvement dans son sens primordial, hein, oui. C'est-à-dire la fin d'un processus d'anesthésie, et on ne sait pas à la fin de l'anesthésie si on a un cadavre ou on a quelqu'un qui va se réveiller. Il faut prendre cela dans cette perspective. Et je pense qu'au regard de la déliquescence institutionnelle que nous vivons aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods nous créent des problèmes très graves. Donc nous n'avons pas suffisamment de liberté. Nous n'avons, j'en veux pour preuve, le budget qu'on vient de voter. Ce budget n'a pas mobilisé des fonds pour booster notre économie à travers les grands projets structurants que le gouvernement a voulu mettre en place. Et on nous parle encore d'une perspective qui va être très, très, très douloureuse encore. On risque de parler de la dévaluation du franc CFA. On risque encore de nous parler d'un second plan d'ajustement structurel. On voudrait trouver maintenant un autre nom. Vous savez, si on se réfère à ces institutions, on nous a même appliqué une théorie économique qui n'existe nulle part dans le monde. La théorie de la réduction de la pauvreté à la base. C'est-à-dire qu'on mobilise l'énergie de tout un peuple pour réduire la pauvreté. Et on en fait une théorie économique. Alors, donc, pour chuter, en réalité, le problème qu'il y a là aujourd'hui, c'est que à un moment donné, une élite qui s'est embourgeoisée s'est substituée à l'État et avait pour rôle de contenir les entités au niveau des villages. Maintenant, cette élite est en tenaille, parfois au TCS, parfois en fuite, et la population se trouve donc dans l'obligation d'interpeller directement l'institution qui a le rôle primordial de trouver des solutions à ses besoins. Alors, docteur Paul Abouna, la question, justement, vous semblez minimiser ces différences-là, c'est-à-dire que ces différences qui ont été induites par la colonisation, notamment britannique. Vous dites que le fait historique, il est marginal, relativement très peu long. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt, comme le dit l'honorable, qu'il y a là une tendance lourde quand même, la colonisation britannique qui a marqué le quotidien, modifié la manière de voir des populations? Je pense que le problème anglophone tel que
existe sous deux modalités. Il y a la formulation. La formulation telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure là, nous avons accepté de nous associer aux francophones dans le cadre d'une fédération et la fédération a été démantelée. Et ça, c'est au niveau de la formulation. Maintenant, au niveau du contenu même de ce problème, Monsieur Zogo, très cher honorable, est-ce que vous êtes convaincu que l'on est victime de discrimination négative au Cameroun du simple fait d'être anglophone? La réponse à cette question, de mon point de vue, c'est non. Donc, au niveau du contenu de ce problème-là. Moi, je l'ai vu qu'il y a une discrimination. Il y a une discrimination. Il y a vraiment, soyons sincères. Parce que, qu'est-ce que nous voulons en fait? C'est sauver l'unité de ce pays. Oui. Pour sauver l'unité de ce pays, nous avons le devoir d'analyser froidement les choses. Lorsque le francophone a devant lui 6 bourses, disons 6 bourses, vous allez voir que même en Irlande, même en Angleterre, vous allez voir les francophones envoyer les leurs, alors que normalement, on aurait dû commencer par les anglophones. Donc, lorsqu'on a une vision de l'État, lorsqu'on a le souci de sauvegarder l'unité de notre pays, il y a ces détails qu'on devrait mettre en évidence et rassurer les populations anglophones en disant « Vous avez lancé un cri d'interpellation, nous prenons cela en considération et désormais, nous allons faire attention parce que jusque-là, nous n'avons pas eu à prendre du recul pour prendre en considération votre présence. » Parce qu'on a toujours fonctionné dans l'approche du docteur Abouna, à savoir que nous sommes tous Camerounais, il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de francophones. Mais toujours est-il qu'à table, les francophones prennent presque tout. Et cela a donc choqué les anglophones. Ils m'ont même remis la nomenclature de nomination, au point où vraiment, si on est de bonne foi, on découvre qu'il y a quand même des choses à faire pour rassurer cette communauté. Vous en étiez à la discrimination qui pour vous n'existe pas? Moi, je pense que le fond, le contenu de cette discrimination-là, de mon point de vue, il est peut-être à relativiser. Bon, moi, je vais encore vous prendre un autre exemple. Si la route part de la zone francophone et s'arrête à Babadjou, à la zone francophone, et directement vous allez à Bamenda, sur une distance de presque 50 km. À Santa déjà là. À Santa, là, à la limite francophone-anglophone, et vous tapez 3 heures de temps pour arriver à Bamenda. Et lorsque j'ai discuté avec la communauté, ils m'ont dit, mais si vous étiez tellement attachés à l'unité nationale, pourquoi la route n'est pas partie de la partie anglophone pour la partie francophone? Donc des frustrations pareilles. Où vous partez de Yaoundé, vous êtes dans la zone anglophone, arrivez à Babadjou, à la frontière avec la zone anglophone, il n'y a plus de route. Mais c'est des frustrations. Député originaire d'Union Ekele. Pensez-vous que je savais. Toutes les routes d'Union Ekele. Non, je m'attendais. Et c'est à ce niveau, docteur. Non, docteur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est l'erreur. L'Union Ekele est absolument enclavée. C'est l'honneur. Oui, l'Union Ekele. Les plus enclavés. Bien évidemment, l'Union Ekele. Bien évidemment, mais ce n'est pas un État. Ce n'est pas un État historiquement. Historiquement. Dans la balance avec la question anglophone. Historiquement. Il parle des routes puisque nous sommes en train de documenter la discrimination. Il dit qu'il n'y a pas de route dans la zone anglophone. Nous n'avons pas le même statut. Historiquement, l'Union Ekele n'a jamais été un État. Et c'est ce qui, nous ne parlons pas d'État. Attendez. Nous ne parlons pas d'État. Est-ce que quand les francophones raisonnent comme ça, ce n'est pas un grave mélange déjà? La relativisation. La relativisation. Mais lui, il parle de la J'ai pris la zone d'Union Ekele. Je peux prendre Yokadouma. Vous connaissez Yokadouma? Est-ce que vous je connais mon pays. De Bertois à Yokadouma. Mais Yokadouma n'est pas un État. Voici le problème, docteur. Historiquement, vous avez relevé cela. Oui. La partie francophone a eu son indépendance en 1960. La partie anglophone a eu son indépendance en 1961. C'était 2 États.
Oui. et qui ont trouvé nécessaire d'unir leur destin. Dans le cadre d'une Et fédération. par les accords, parce qu'il y a aussi la violation des accords, hein, par les accords à la conférence de Fumban, on s'est entendu que désormais notre État, uni par le destin, va fonctionner de cette manière. Et quand les francophones veulent relativiser en disant « chez nous, il n'y a pas de route », mais les anglophones sont allés dans la réunification pour qu'il y ait un plein épanouissement de la zone anglophone. Et je dis Si que vous ces problèmes ne relativisez, sont pas spécifiques aux anglophones. Des questions d'enclavement, des questions de je vais prendre un autre exemple également. Peut-être pour vous faire comprendre le danger qu'il y a à relativiser la question anglophone parce qu'on n'a pas la route chez soi. Je n'ai pas de route dans le Nyon-Ekele. Pour la première fois qu'on parle de Nyon-Ekele, c'est lorsqu'il y a eu les derniers événements. Je n'ose même pas en parler. Mais nous ne sommes pas un État. Nous ne sommes pas un État. Quand vous avez, par exemple, vous êtes un père de famille, vous avez 5 enfants. Maintenant, au soir de votre vie, vous devez faire votre testament. Si votre premier fils a 20 enfants, vous n'allez pas lui donner le terrain parce qu'il a 20 enfants. Vous allez distribuer votre terrain que j'ai 5 enfants, chacun a une partie. Le Cameroun a 2 entités, l'entité anglophone et l'entité francophone. Dans le développement de notre pays, on ne doit pas faire fondre l'entité anglophone dans l'uniformisation qui voudrait que s'il n'y a pas la route à Yokadouma, bon, on peut attendre parce que les anglophones peuvent attendre parce qu'il n'y a pas de route à Yokadouma, il n'y en a pas dans le Nyon-Ekele. Vous savez, nous avons vraiment versé du sang pour que ce pays soit indépendant et uni. Donc, lorsque nous voyons qu'il y a cette approche qui tend à relativiser les problèmes des francophones en disant qu'il n'y a pas de route chez moi, donc on peut comprendre que chez les anglophones, qu'ils puissent également attendre. Non, si nous restons dans cette logique, il nous sera très difficile de résoudre le problème anglophone. Et la menace est importante. Parce que lorsque nous parlons avec tant de légèreté, nous oublions une chose. Il y a de cela 10 ans, on ne parlait pas de Soudan du Sud. On ne parlait pas, il y a de cela 15 ans, de l'Érythrée. Et vous savez très bien que le SINC a introduit des dossiers au niveau des Nations Unies. Vous savez très bien que régulièrement, que ce soit à Washington DC au niveau de la Maison Blanche, que ce soit dans le Maryland, il y a les marches portant sur ce qu'on appelle la marginalisation des anglophones. Les arguments que nous pouvons développer en tant que francophones concourent jusque-là, tel que je le constate dans notre société, à renforcer les mécanismes au niveau des Nations Unies. Donc, soyons très, très, très prudents dans la gestion de ce dossier. Monsieur Zogo, lorsqu'on parle de discrimination, on a des schémas connus. Qui sont lesquels? On a l'apartheid en Afrique du Sud, où on a connu une discrimination d'État. Développement séparé des races. Les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas rester ensemble comme nous le sommes là. Tout à fait. Ils ne pouvaient pas fréquenter les mêmes écoles. Ils n'avaient pas droit au vote, ils n'avaient pas droit à ceci, ils n'avaient pas droit à cela. Nous avons également vécu cela aux États-Unis. Bon, lorsque nous portons ce débat à l'international, on se le représente un peu comme une forme d'apartheid, c'est-à-dire comme une forme de discrimination d'État. Je suis au Cameroun, je vais dans le nord-ouest que je connais très bien, mais je n'ai jamais vu quelque chose de tel. Vous avez déjà vu un anglophone qui est suspendu ou bien interdit de prendre la parole en pays francophone? Vous venez de le dire tout à l'heure, il vous a été interdit de prendre. Je pense que... Mais c'était dans des circonstances particulières. Oui, dans des absolument. circonstances. C'est-à-dire, il y avait une manifestation quand même. Oui. Et que les gens étaient en colère. Même dans le cadre des manifestations. Oui. Vous avez vu, lorsque le président Froundi a créé le SDF, vous avez vu l'engouement que ce parti politique a suscité, au-delà même de la zone dite anglophone. J'étais très heureux d'avoir un anthropologue devant moi, mais j'ai peur d'avoir un anthropologue idéologue devant moi. Parce que vous êtes en train de tordre le cou aux événements. Moi, je suis allé à Bamenda le 28 novembre
Et dans le cadre des échanges qu'on a eus avec les communautés, le gouverneur, les élus SDF, les anglophones ont dit que nous devons nous exprimer en anglais. Ce qui est normal, parce que la foule est là. Il faut faire passer le message. Et dans ce cadre, nous avions l'obligation de nous exprimer en anglais. Et combien de personnes le font à un haut niveau de la représentation? Savez-vous qu'il arrive parfois qu'à l'hémicycle, on nous fasse tenir les documents et que les collègues anglophones se mettent à crier pour dire « nous voulons la version anglaise ». Je vous prends un exemple. Plusieurs bâtiments administratifs dans cette cité, vous avez une écriture, un écriteau en français et vous allez chercher la traduction en anglais. Il y a même encore des choses assez fondamentales. Si on vous demandait aujourd'hui de traduire intégralement l'hymne national tel que chanté en anglais, en français, vous allez voir que nous chantons presque 2 hymnes. Donc, il y a un travail qui nous a été légué. Aujourd'hui, c'est un défi, mon cher docteur Abouna, un défi qui est lancé à notre génération. Nous avons hérité d'un travail de nos aînés. Il faut le contextualiser, et vous êtes anthropologue. Vous savez que le fait social n'est pas statique, il est dynamique. Et que pour le gérer, il faut nécessairement contextualiser les normes. On ne peut pas rester avec des normes carrées en disant, comme une camisole, on va mettre tous les Camerounais à l'intérieur pour qu'au sortir de cela, on ait seulement un Camerounais. Non. Monsieur... Nous avons hérité d'un système. Il y a des cris aujourd'hui, des interpellations aujourd'hui. Il faut prendre ces interpellations en considération si nous tenons à la sauvegarde de notre unité. Parce que même entre nous, francophones, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont posés. On va y venir. Mais nous sommes un peu sourds. L'élite est un peu hostile au dialogue. Chaque fois que dans une société, il y a une entité qui se plaint, le premier réflexe à avoir, c'est d'écouter. Écouter, prendre en considération et ne plus avoir une démarche démagogique. Parce que tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui partent d'un fait. Nous avons été très démagogiques. Nous avons eu une élite très démagogique qui n'a pas voulu poser les problèmes réels, même transmettre à qui de droit les problèmes posés par les populations. Donc, parce que certains ont construit leur carrière par un environnement qui tendait à croire qu'il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, on rassure le chef et on dit, bon, tous ceux qui bavardent là veulent votre poste, alors ne les écoutez même pas vraiment, ils sont tout heureux. Il y a même un qui a dit que sa zone a toujours été très gâtée. Non. La gouvernance, ce n'est pas dans le sens de gâter. La gouvernance, c'est dans le sens de prendre en considération les problèmes réels et de trouver, pas des solutions conjoncturelles, mais des solutions structurelles. Lorsqu'on met l'accent sur la structure, on est sûr qu'on peut traverser un certain moment de la vie de nos institutions sans toutefois qu'il y ait des fluctuations. Mais si on procède par des solutions conjoncturelles, qu'est-ce que j'appelle solutions conjoncturelles? C'est les échafaudages que constituent les élites. C'est-à-dire on prend telle élite en croyant que s'il est nommé dans la perspective de la prytanocratie, il pourra contenir son espace et à partir de là, on va progresser un tout petit peu. Ça, c'est la tricherie. Oui, et au terme d'une tricherie, la masse est toujours très violente. Absolument. Alors, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir pour dire à M. l'honorable député que vous venez d'une communauté où la parole est source de pouvoir. Et là, je fais référence à
l'univers de la parole de l'un de Maïma vos Tiptero. voilà, l'univers de la parole et tout ça. Et en tant que leader d'une communauté politique, et vous devez, je vous convie différemment à tenir compte de la puissance des mots qui peuvent sortir de votre bouche. Lorsqu'on donne un contenu au problème dit anglophone, il ne faudrait pas que ce contenu-là soit exagéré. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du problème anglophone. Demain, nous parlerons peut-être du problème bamileke. Parce qu'il y a cette thèse-là qui également, nous pouvons également parler du problème Fan Beti. Et ce problème, pour ne prendre que le dernier, a été posé depuis les événements de 1990, avec l'avènement du multipartisme, où les fans de la Guinée équatoriale, les fans du Gabon, ont écrit, parce que c'est bien documenté, qu'il y a la fondation Friedrich Ebert qui a financé des publications là-dessus, où les fans du Gabon, de la Guinée équatoriale, et vous savez pourquoi, s'associer. Vous savez pourquoi c'est la fondation Friedrich Ebert. Aux fans du Cameroun pour créer un État fan. Parce que c'est la cartographie allemande. Voilà, et il réclamait donc le détachement des fans du Cameroun, de l'entité Cameroun. Ce n'est pas un travail scientifique, c'est un travail idéologique. Non, ce n'est pas de l'idéologie. C'est idéologique. C'est pas de parce que l'ethnologie n'est pas idéologique. Qui a colonisé cet espace? C'est l'Allemagne. Si la fondation Friedrich Ebert, vous avez un certain nombre de textes historiques qui parlent du génocide bamileke au Cameroun. Donc je pense que si le problème anglophone n'est pas réglé de façon juste, il va ouvrir la boîte de Pandore. Donc, je voudrais que vous teniez compte en tant que leader d'une communauté. Docteur Abouna, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez pourquoi on a un certain nombre de problèmes Le problème dans ce pays? il existe également. Vous savez pourquoi on a des problèmes aujourd'hui? Non. Parce que nous avons toujours évité de relever les défis. Je vous prends un défi. Le problème bamileke est réel dans ce pays. Pas dans le sens péjoratif. Parce que si, par exemple, nous sommes une exception en Afrique. Pourquoi je dis exception? Nous sommes l'un des rares pays à avoir son économie entre les mains de ses nationaux. L'un des rares pays. Vous allez au Kenya, vous allez en Tanzanie, vous allez voir les Indo-Pakistanais qui sont même ministres et tout. Même sur le plan économique, c'est eux qui contrôlent l'économie. Mais au Cameroun, nous avons eu la chance d'avoir un groupe dynamique qui a tiré le pays vers le haut. Au point où, lorsque vous regardez nos villages aujourd'hui, et moi j'en discute généralement avec les amis bamileke, je leur dis, s'il y a une ethnie au Cameroun maintenant, que si on vous dit, bon, le Cameroun c'est quelle ethnie? C'est que nous sommes tous devenus bamileke. Les Camerounais, je suis désolé de le dire, sont bamileke aujourd'hui. Lorsqu'on grandissait dans nos villages, est-ce qu'il y avait les tontines? Non. Est-ce qu'il y avait les funérailles? Non. Mais est-ce que le pari était très développé? Non. Mais allez dans les week-ends aujourd'hui chez nous, nous sommes tous devenus bamileke. Ça relève plus de l'idéologie. Non, ce n'est pas de l'idéologie, c'est une réalité. C'est une réalité. De la science parce que j'ai un point de vue c'est une réalité que je pourrais argumenter. Mais maintenant, sur le plan idéologique, donc, sur le plan idéologique, nous faisons tout pour éviter de poser le problème lié à l'intégration de ce groupe qui est devenu à la fois une puissance utile pour la présence de notre pays dans le monde et également, en quelque sorte, développe des velléités, pas des velléités, mais par rapport aux autres ethnies, il y a un assentiment qui, non maîtrisé, peut créer peut-être des conflits. Je vais vous prendre un exemple. Là, vraiment, je parle comme quelqu'un de neutre. Je vais vous prendre un exemple. Combien de décisions ont été bloquées dans ce pays parce que le référent est bamileke? La réforme agraire est bloquée parce que le référent est bamileke. La réforme foncière est bloquée. Plusieurs réformes de l'État sont bloquées
parce qu'on craint, on craint, on craint. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser ce problème sur la table. Un État progresse avec assurance si les leaders ont le courage d'affronter tous les grands défis et de réfléchir pour en trouver des solutions idoines. On évite tout ce qui se pose à nous comme défi. Les politiques évitent cela et jouent avec le temps en croyant que peut-être c'est une autre génération qui aura à gérer cela. Et comme chez nous, la mutation générationnelle a au moins 200 ans, vous voyez très bien que nous évoluons avec toutes les carences qui pourront donc demain créer la fin de l'état du Cameroun. Donc je suis d'accord avec Dr Abouna qu'il y a plusieurs problèmes à poser sur la table. Il ne faut pas les éviter. C'est-à-dire qu'en dehors du problème anglophone, il y a même notre problème, la réflexion sur notre vivre ensemble. La réflexion sur notre vivre ensemble aujourd'hui exige qu'il y ait un cadre, docteur Abouna, qu'on le veuille ou pas. Le Cameroun doit faire ses états généraux. C'est donc le discours que vous devez tenir. C'est donc le discours que vous devez tenir. Alors, il y aura des propositions tout à l'heure, mais vous dites, docteur Abouna. Oui, je disais donc que c'était, si ce problème-là n'est pas résolu avec justice, il va ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui remettra en cause l'existence même du Cameroun en tant qu'État. Donc je pense que vous qui êtes des leaders d'opinion, vous devez le prendre avec beaucoup de sérieux et ne pas l'exagérer dans son contenu. Au niveau de la formulation, il est bien formulé. Nous avons décidé de vivre dans une fédération, la fédération a été démantelée, mais comme vous dites que la fédération a été démantelée, entre guillemets... Bon, la fédération n'a jamais... Bon, elle a été démantelée sur le plan institutionnel. Oui, sur le plan institutionnel. Mais au niveau de la représentation, on a toujours dit que le Cameroun est un État maintenant, bilingue. Comment faire pour continuer de vivre ensemble? Ça, c'est la question qui mérite d'être posée. Non pas exagérer un problème au-delà même de sa dimension réelle pour, je ne sais pas... Alors, vous évoquiez tout à l'heure, honorable, vous évoquiez aussi au-delà de la question anglophone que nous venons d'aborder un peu, j'ai presque envie de dire de long en large. Mais au-delà, j'ai souligné d'autres problèmes sur le vivre ensemble des Camerounais. Et vous les évoquiez aussi, on a beaucoup de problèmes, chômage des jeunes, corruption, des injustices, beaucoup d'injustices d'ailleurs, et puis naturellement le népotisme, ça c'est aussi un problème qui crée et qui accumule les tensions. Faisons dans la morsure du réel, hein. En réalité, on ne veut pas dire le fond des choses. Les Camerounais vivent une crise de génération. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui s'entrechoquent à un même endroit. Il y a une génération qui pense qu'elle peut régler même les problèmes de nouvelles technologies, bien que relevant d'une époque où il n'y a jamais eu les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, elle est tellement omnisciente qu'elle ramène même la jeunesse, c'est-à-dire que chez nous, pour être majeur, il faut avoir 60 ans. C'est à partir de 60 ans qu'on commence à se représenter votre présence comme un citoyen majeur. Ça fait qu'il y a une tension. Il y a une tension lorsque vous causez avec des citoyens, des compatriotes, vous sentez qu'il y a une tension qui bout. Il y a ceux qui pensent qu'il aurait dû déjà conduire les affaires du pays et avoir une vision du Cameroun en rapport avec les attentes d'une génération qui est beaucoup plus proche d'eux. Et d'autres qui pensent que ces derniers ne sont pas encore matures, un peu comme on dit dans ma tradition, que lorsque vous arrêtez le criquet, avant de le remettre à un enfant, vous cassez d'abord ses pattes. Donc on fait du mal à notre pays
parce que il y a une infantilisation de gens d'un certain âge qui auraient dû être utiles à leur pays, qui sont devenus comme Eyobo, qui se chauffait chaque fois que Roger Mila laissait croire qu'il avait mal au Paul genou. Alain. C'est de cela que vous parlez. Alors, ce footballeur qui était également avant-centre comme Roger Mila. Et vous savez qui c'est, il essayait toujours de se chauffer chaque fois que Roger Mila regardait sa cheville ou son genou, mais jamais il n'a remplacé Roger Mila. Oui. Donc, il y a cette tension qui traverse notre société et personne ne veut parler du conflit de génération qui est apparent. Et également, il y a la crise économique qui sous-tend notre vécu quotidien. Ça, il faut le savoir. Et là, ça a été structuré. Parce que, mais par les institutions de Bretton Woods. Le Cameroun n'a aucune responsabilité là-dedans. On nous a normés au point où l'État, aujourd'hui, est presque privatisé et joue essentiellement le rôle de police, le rôle d'entretien d'un corps qui ne peut plus être plus opérationnel et être à même de développer son environnement. Nous sommes sous anesthésie administrée par les institutions de Bretton Woods. Il faut donc aujourd'hui qu'au niveau du leadership, il y ait un bon courage pour savoir qu'il n'y a pas l'indépendance d'un pays si nous n'avons pas la maîtrise de notre souveraineté économique. Et à ce niveau, il faut poser tous les problèmes sur la table, jusqu'au niveau du franc CFA. Et nous interpellons d'ailleurs notre gouvernement dans ce sens. Si jamais on pose encore le problème de la dévaluation, la seconde dévaluation du franc CFA, nous avons le devoir, pour la survie de nos États, de quitter le franc CFA. D'accord. Alors, docteur Paul Abouna, justement, sur les autres tensions qui viennent s'ajouter, on a parlé de la crise anglophone, mais il y a d'autres tensions qui secouent le pays. Est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup trop de problèmes qui se posent au pays? J'ai dit à l'entame de mon propos tout à l'heure là que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ont toujours existé. Ils ont toujours existé au Cameroun, peut-être à des degrés variables. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas, comment dirais-je, à un seuil pathologique. Et il est rendu pathologique par la circonstance que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir la mise en berne du pouvoir. Je connais la société camerounaise parce que je suis anthropologue et j'ai fait le terrain. Mon terrain, c'est les villages. C'est les villages. Et je suis également enseignant. Donc je suis au contact de milliers d'étudiants au quotidien. Les Camerounais ont des problèmes simples. Simple, c'est la gestion du quotidien. Quand vous allez dans les villages, on vous dit comment faire pour acheminer nos vivres. Les jeunes, comment pouvons-nous faire pour trouver de l'emploi? Comment pouvons-nous faire pour continuer à faire nos études? Je crois que ça, c'est des problèmes basiques des Camerounais. Et à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, M. Zoro. Il y a des enseignants d'université qui avaient une très grande notoriété au Cameroun, qui n'ont pas le nombre de publications que j'ai. Et à une certaine époque, pour être docteur d'État, je crois qu'il fallait être dans la cinquantaine. Aujourd'hui, on est docteur d'État à 25 ans, à 25 ans, vous voyez. Et puis on est professeur titulaire avant 40 ans. Et il y en a. Dans ce pays, oui. Oui, il y a des agrégés. Docteur d'État à 25 ans. Oui, c'est la thèse terminale. On est docteur d'État à 25 ans. Dans ce pays. Oui, ça existe. Il y a des agrégés. Moi, je sais que... Il y a des agrégés avant 40 ans. Je sais que je suis votre grand frère, sûrement, mais pas très loin. Parce que je suis entré à l'université en 1990. Et je compte ceux de mes promotionnaires qui ont déjà pu soutenir leur thèse, restant ici. Ne nous parle pas de ceux qui ont eu leur thèse à l'étranger, alors qu'ici, on fait tout pour que tel docteur soit un référentiel, et on advient même à voir ceux qui nous ont enseigné,
qui sont en train d'enseigner nos enfants et qui, bien évidemment, vont enseigner nos petits-enfants. Et vous me dites qu'il y a une mutation. Est exagérée. Elle n'est pas exagérée. Si on était off, j'allais vous dire, tel enseignant m'a enseigné, a enseigné mon enfant, est encore en train d'enseigner, va enseigner mon enfant qui aura le baccalauréat. Oui. Vous avez des docteurs dans ce pays qui datent des années peut-être 40, avec, qui sont toujours là. Si l'honorable Bapoliport maintient ses positions, je voudrais qu'il prenne l'engagement qu'on se retrouve sur un autre plateau et que je vienne avec des statistiques. Alors, mais ils viennent de l'étranger, ils obtiennent leur thèse à l'étranger. Non, des statistiques du Cameroun. Non, c'est maintenant que ça change un peu. C'est peut-être depuis 4 ans là qu'il y a les concours d'agrégation des enseignants made in Cameroun. Made in Cameroun, ils sont formés au Cameroun, ils vont en agrégation et ils sont majors. Le premier est camerounais, le deuxième est camerounais, ainsi de suite. Combien sont au cimetière là? Non, ils ne sont pas au cimetière. Je peux vous parler du docteur Bachom, qui est du même groupe d'extraction que vous, à l'IRIC. Je peux également vous parler du professeur Bachom, il est déjà professeur. Je peux vous parler de Serge, de Guy Manjem. Mais vous me parlez je peux également vous parler de moi-même. Je peux vous parler un peu de Claude Abbé. Ce n'est pas des noms qui manquent. Vous me parlez, je dis, si vous prenez des statistiques, je vous me parlez d'Eto'o-Fils sur 100 000 jeunes qui ont essayé non, vraiment honorable. Je pense que ce domaine, c'est le mien. Bon, alors, docteur Fola-Bouna, vous abordez là une question qui est quand même... Oui, je dis donc qu'à ce niveau... Docteur Fola-Bouna. Oui, ça c'est le premier argument. Au niveau des statistiques, je crois que sur le plan académique, on n'a pas eu à se présenter. Donc, quand vous dites que ce domaine, c'est le vôtre, je crois que... Non, quand je dis c'est le... Moi, je suis enseignant. J'enseigne. Je ne sais pas si vous enseignez à l'université. Non. Voilà. Je n'ai même jamais enseigné. Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous pouvez avoir fait des très longues études brillantes, mais je sais que vous êtes député. Vous êtes député, vous êtes homme politique. Non, ce n'est pas une fonction. Avant d'être député, qu'est-ce qu'on était? Je suis enseignant à la faculté des arts et des sciences humaines. Donc, quand je dis ce domaine, c'est que je suis le domaine de l'enseignement, pas le domaine de la science. Non, apparemment, moi aussi, j'ai été enseignant. Voilà. Premier argument. Deuxième argument, Monsieur Zogo. Lorsque vous prenez en Afrique, des États où il y a eu alternance au niveau des générations, je pense que ces États ne sont pas mieux lotis que le nôtre. Pour des raisons de courtoisie. J'ai une idéologue, pour des raisons de courtoisie, je ne voudrais pas... Vous avez déjà fait l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que vous allez en Afrique de l'Ouest dans des conférences... Le Bénin n'est pas forcément mieux que le Cameroun. Non, le Bénin, le Niger... Vous estimez que le Ghana n'est pas forcément mieux, ne serait-ce que dans la manière... Moi, je voudrais que cela... Le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Niger, on peut les citer, le Gabon, à partir d'aujourd'hui, Docteur Abouna est docteur en anthropologie. Monsieur Zogo, en 2008, le Codescria, l'instance suprême des sciences en Afrique, a lancé un concours. C'est un concours qu'ils ont l'habitude de lancer. Et il y a eu 20 lauréats pour le compte de toute l'Afrique. Et parmi ces 20 lauréats, il y avait 5 Camerounais. Parmi les 5 Camerounais, avaient 70 ans si on se réfère à votre norme. C'est pour vous montrer la qualité de la formation au Cameroun. Il y avait Abbé et Claude, il y avait moi-même, il y avait le docteur Nkolonjodo, il y avait le docteur Aliana qui est malheureusement décédé. Docteur Abouna, quel est le rapport avec la thématique? Le rapport avec la thématique, je suis en train de vous dire que nous avons une éducation de qualité et qu'il y a des thèses qui se soutiennent pratiquement. Ou le rapport avec des pressions qu'il y a au Cameroun. Et je dis donc, les pressions, c'est que c'est des pressions qui sont à relativiser. Quand on dit qu'il y a des tensions, je vous dis, les problèmes des Camerounais sont basiques. Et il y a une hypertrophie de la dimension politique et on parle de l'alternance. Et je pense qu'il faudrait peut-être atrophier cette dimension-là. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est au niveau des statistiques. En Afrique, autour de nous, là où il y a eu alternance, il n'y a pas eu amélioration. Il faut libérer l'intellectuel. Il faut libérer l'intellectuel. Autre chose maintenant. Il faut libérer l'intellectuel. En anthropologie politique, tout pouvoir a besoin d'éternité.
Je peux vous rendre, il y a des références. Il a besoin, mais il n'est pas éternel. Non, il n'est pas éternel. C'est mais Ferdinand Alquier qui parle du désir d'éternité. Il y a Luc Heuss également qui parle du désir d'éternité. Oui. Et je vous assure, et je pense que cette position-là, elle est partagée par un certain nombre de philosophes. Oui. Mon nom Diana au Monon Cameroun, aussi. nous avons besoin. Non, Monon Diana ne partage pas l'éternité. Hein. Non, Je suis le disciple de Monon Diana. Il dit la chose suivante. Il n'est pas dans l'éternité. Nous avons besoin de pouvoirs qui durent en Afrique pour une raison simple. Mais le développement ne suit pas. Mais Non, non, bon, le pouvoir ça c'est une autre qui dure- question. Le Mais pouvoir qui en Asie, dure- par exemple, il dure, mais en fait, il y a des résultats. Oui, mais chez mais nous, est-ce qu'il y a les résultats? Nous sommes des États jeunes. Nous sommes des États jeunes. Vraiment, ça, c'est une posture de l'anthropologie politique. Tout à fait. Non, non, Nous ce avons- n'est pas une posture de l'anthropologie C'est une politique. posture- moi, je C'est suis- une posture de l'anthropologie idéologique. Vous avez tué l'intellectuel en vous. Parmi mes ouvrages, Vous avez Parmi mes ouvrages, vous avez tué l'intellectuel en vous. vous avez Et je connais le plusieurs pouvoir- qui ont fonctionné le comme pouvoir ça, de l'ethnie, qui n'ont jamais fait le carrière. pouvoir de l'ethnie et le pouvoir J'ai et le peur sacré. d'avoir Et le un sacré chez intellectuel. les Dans votre Africains. livre, le pouvoir de l'ethnie, Honorable, introduction à l'ethnie. si vous avez un mandat de 5 ans, par exemple, Oui. vous avez un mandat de 5 ans, peut-être prenons 4 ans comme aux États-Unis, 8 ans cumulés. Ouais. Bon, il y a des projets que vous ne pourrez pas réaliser au cours de vos deux Je suis mandats. mal à l'aise. Je Imaginez-vous, n'aime pas suivre ce genre de aussi- discours. donc, pour dire que surtout la d'un dimension- intellectuel. Et qui dit qu'il est anthropologue? La dimension, L'anthropologie est fondée sur la dynamique des faits culturels et juste. Vous ne pouvez pas. honorable. Vous avez bien dit. La dimension, Vous avez bien dit. La dimension- On peut enlever honorable. la dimension Donc, politique, ouais, la dimension politique Il a la des parole. problèmes que nous Oui. présentons au Cameroun Il a la aujourd'hui parole. Mais qu'est-ce Vous qu'il a est mal? Il a hypertrophiée mal. Vous l'aurez, et la parole. il vaudrait mieux que cette dimension-là soit revisitée pour des proportions vraiment acceptables. Oui. Moi, je n'ai pas une prétention, la prétention de conquérir le Non, non, pouvoir. ça vous échappe un Mais peu. je dis, les Ça vous problèmes échappe. des Camerounais doivent être mesurés et revus à leur juste mesure. À leur juste mesure, c'est des problèmes d'emploi. Il faut trouver de l'emploi aux jeunes. Il faut trouver des lieux de formation et il faut avoir de l'eau désenclaver. potable. Il faut avoir de l'eau potable. Il faut avoir l'énergie. L'énergie, ça Et des c'est problèmes lié à basiques. quoi? À l'anthropologie politique. L'anthropologie Alors, moi, politique est je voudrais me poser fondée. une question. Bon, je vais répondre en intellectuel. Je voudrais bien être intellectuel. Parce que le docteur Abouna Vous trouvez qu'il fait beaucoup d'idéologie? Oui, c'est de l'idéologie, c'est de l'anthropologie idéologie. Le docteur Abouna pense que quand on est député, on n'a pas une autre fonction. Mais non, quand vous êtes député, c'est parce que vous partez peut-être d'une autre fonction et le temps pour vous d'assumer votre mandat, vous suspendez d'abord votre fonction. Je sais très bien que le docteur Abouna va le reconnaître, l'anthropologie politique se fonde sur un fait fondamental. Ce qu'on appelle la modernité, c'est l'alternance entre les strates d'une société. Et s'il y a la dimension statique de la société, vous n'êtes ni dans la modernité, ni dans le développement, et on a l'entropie. Et ça, c'est ce que vous enseignez. Et ça, c'est la base de votre formation. Et ça, c'est la base de notre formation. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis le disciple du professeur Hubert Monon Diana. Et il le dit très bien dans une de ses pensées, il faut apprendre à parler le vocabulaire et à pratiquer la grammaire du monde, de peur que nous ne devenions de simples spectateurs du monde dans lequel nous vivons. Quand vous refusez que l'alternance des strates d'une société porte en elle-même les principes du développement et de la modernité, vous n'êtes pas anthropologue. Vous enseignez autre chose que l'anthropologie. Et je voudrais également vous dire que il y a un risque à faire du savoir marchand une norme de mutation dans une société. Dans une société.
l'intellectuel doit souffrir de son engagement parce que son rôle, c'est d'éclairer. S'il joue, parce que tout à l'heure, le docteur Abouna, regardant la caméra, lançait un appel pour qu'on sache qu'il est là et qu'il le défend. Quand Mono Ndiana, On ne l'a pas entendu ici. quand Mono Ndiana, le professeur Hubert Mono Ndiana, parle de la stabilité du pouvoir, il ne nie pas le principe de l'alternance comme fondement de la modernité en anthropologie politique. Même vous, si vous ne voyez pas votre enfant faire très bien les études pour pouvoir vous remplacer comme professeur d'anthropologie, vous devez être malheureux parce que si cette dynamique n'est pas assurée, la société ne peut pas rentrer dans sa dimension immuable, stable, qui est fondamentale pour l'anthropologie politique. Dans son cycle de reproduction des valeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous réagissez à ça? Vous dites, vous restez sur vos positions pour Je docteur reste Abouna? sur mes positions. J'ai beaucoup de respect pour l'homme. D'abord, ce n'est pas sa position Pour l'homme, primordiale. J'ai C'est beaucoup de un respect. intellectuel. J'ai- C'est un intellectuel. beaucoup. Il a fait de très bonnes publications. Je ne veux pas le retrouver dans l'anthropologie idéologique. J'ai beaucoup de respect pour l'homme d'abord, Oui. pour ses fonctions de secrétaire général de l'UPC et sa fonction d'honorable député. Bon, je sais que c'est un homme de science. Peut-être si nous étions dans une autre posture de scientifique, peut-être il y aurait des arguments que je vous déploierais. évoqueriez. Je préfère être circonspect. Alors, Non, je voudrais qu'il déploie ses arguments, c'est très important. Nous avons assez. Alors, je voudrais vous dire que nous allons au terme de cette émission. Ça fait 90 minutes, nous avons beaucoup bavardé. Alors, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui qui est au regard de toutes ces crises, de toutes ces tensions, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que on revive des événements malheureux, genre soulèvement dans le Nord? On a annoncé quand même, hein, il y a Yaoundé lundi passé, là, qui devait avoir un mouvement, il n'a pas eu lieu, mais est-ce qu'il y a un risque finalement? Moi, mon interpellation va à l'endroit des Camerounais. Nous n'avons aucun intérêt. Au moment où notre pays livre une guerre contre Boko Haram, nous n'avons aucun intérêt à nous diviser. Je ne comprends donc pas qu'on trouve opportun ce moment pour rentrer dans une logique de revendication qui peut déstabiliser ce que nous avons en commun. Nous avons jusque-là été un exemple dans le monde parce que nous avons toujours pu relever nos défis. Tout le monde a toujours imaginé la déstabilisation de notre pays, mais nous avons toujours montré que nous sommes très attachés à l'unité et à la paix dans notre pays. Nous savons que, quels que soient les problèmes que nous avons à affronter, la guerre ne peut jamais nous donner ce dont nous avons besoin. Et également, nous interpellons ceux qui parfois se trompent de combat et pensent que le chef de l'État, le président Paul Biya, a besoin d'un certain discours qui en réalité n'est pas utile à son combat. Parce que qu'on le veuille ou pas, au moment où certains cherchent à faire une carrière, le président Paul Biya se dirige vers la sublime porte de l'histoire. À ce niveau, sa seule préoccupation porterait sur la nécessité de sauvegarder l'unité de notre pays. Et de grâce, mettons fin à nos revendications intempestives. Et également au niveau du pouvoir, le chef de l'État doit nécessairement s'adresser à la nation pour rassurer les uns et les autres et mettre fin au mercantilisme politique qui se met en place. Il y a le discours du 31 décembre qui n'est pas loin, il n'est pas lointain. Nous croyons que
certes, il y a ce discours, mais au regard des enjeux actuels, attendre, mettre du temps à s'adresser à la nation serait un peu dangereux pour notre pays. Même comme le temps de la politique, ce n'est jamais le temps du quotidien. Mais je sais que c'est un défi, nous allons le relever. Et également, il faut dire qu'aujourd'hui, la grande menace, ce n'est pas seulement entre nous. Il y a une géopolitique internationale qui se met en place, qui veut faire de la zone de l'Afrique centrale une zone à déstabiliser pour mieux se partager nos ressources naturelles. La Libye décriait sous Kadhafi alors que le Libyen avait tout. Cette Libye est aujourd'hui en train de regretter le règne de Kadhafi. C'est la même chose pour l'Irak. Je ne dirais pas que le président Paul Biya soit un dictateur, mais je voudrais dire qu'en réalité, on peut tout reprocher au président Paul Biya, mais tout de même, nous avons jusque-là un bien, la paix. Sauvegardons notre paix. Ok, merci. Docteur Paul Abouna. Oui, la question portait Pour sur la survenue de l'occurrence de nouveaux problèmes. Je pense que tout est possible. Tout est possible actuellement. Le président honorable disait à essayer d'esquisser des pistes de solutions. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'emploie à trouver des solutions de fond aux problèmes de fond et ne pas superposer des solutions de forme aux problèmes de fond. Donc, et le fond, c'est quoi? C'est d'abord la prise de conscience de ce qu'on peut appeler problème anglophone dans sa vraie dimension. Et à côté d'autres problèmes, problème Bassa, problème Bameleke, problème Sawa, problème des Ewondo de Yaoundé, problème Toupouri, problème Aoussa, etc. Et ces problèmes-là se situent à équidistance. Aucun de ces problèmes n'est plus important que l'autre. Donc, ils se situent à équidistance et on doit les traiter avec la même mesure. Maintenant, l'avantage du problème anglophone, entre guillemets, c'est de nous faire prendre conscience de l'orientation que nous voulons donner à la forme d'État que nous voulons construire pour notre pays. Est-ce un État construit sur des réalités historiques? Est-ce un État construit sur des réalités anthropologiques? Pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre la forme d'organisation politique et les réalités socioculturelles dans lesquelles nous vivons. C'est vous qui avez le pouvoir, très cher honorable. Il faut donc convier les chercheurs, les enseignants à une table de réflexion technique. La réflexion politique, vous l'amènerez après. Permettez-nous de construire un discours. Les sciences politiques, la sociologie politique, la linguistique, l'histoire, l'anthropologie, qu'on essaie de réfléchir sur la forme d'État que nous voulons pour notre pays. Et peut-être vous, en tant qu'homme de pouvoir, homme politique, vous pourrez décider en dernier ressort. Voilà, très modestement. Avec votre permission, je crois que le docteur Abouna pose un problème fondamental. Quand vous allez dans le système américain, par exemple, vous allez voir que les mêmes personnes que vous retrouvez à l'université sont les mêmes que vous retrouvez au niveau du pouvoir d'État. Je ne comprends pas que chez nous, on puisse faire des fonctionnaires, des omniscients qui peuvent discourir sur l'anthropologie dans un ministère portant sur les affaires sociales ou un ministère portant sur les affaires culturelles et décider sans toutefois consulter tous ceux qui mettent de leur pour donner des orientations fondamentales, délibérées et objectives. Donc, je crois qu'il faut faire cela. Et pour chuter,
il y a cette pensée du roi d'Arabie Saoudite lorsqu'on a arrêté Saddam Hussein dans un trou et que les Américains ont rasé sa barbe. Il disait, rasons-nous nous-mêmes la barbe avant que les autres ne nous la rasent. Pour dire quoi concrètement? Ne donnons pas aux autres les alibis, les arguments pour déstabiliser notre pays. Merci, honorable Robert Bapor-Lipote, secrétaire général de l'UPC, député à l'Assemblée nationale, député d'Union et à l'Assemblée nationale, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces débats, pour participer à ces débats sur les tensions sociopolitiques au Cameroun. Merci aussi à vous, docteur Paul Abouna, d'avoir accepté de participer à ces débats. Je rappelle que vous êtes anthropologue, enseignant au département d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1. Alors, madame, monsieur, merci aussi de nous avoir suivis pendant ces 90 minutes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.